Bonjour Morphée. Bonjour Bacchus. Bienvenue à Morphée et Bacchus. Alors aujourd'hui, épisode 1, le deuxième épisode, parce qu'on commence avec l'épisode 0. C'est vraiment mélangeant cette histoire. On aurait dû trouver un meilleur système. Non, mais c'est un bon système, parce qu'il y a une raison pour laquelle on est l'épisode 1 aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas dormi 8 heures, j'ai manqué 1 heure de sommeil. Ouais, et moi, je vais prendre mon demi-shooter de... Ça va être Un demi-shooter de fort. Ça va être du rhum aujourd'hui. Du rhum, Non, on précisera pas, on fait pas de la publicité gratuitement. Ok. Écoutez, oubliez ce que je venais de dire. On va censurer ça en post, là. C'est américain, c'est pas bon. Oui, c'est américain. On n'encourage pas les Américains. Donc, aujourd'hui, on est avec notre invité Jésus. Bonjour. Bienvenue, Jésus, à notre podcast. Merci. Quoi de neuf ces temps-ci, mon beau Jésus? Tranquille, là, l'école, moi, je fais pas mal de vélo d'hiver, là, comme en ce moment, là, depuis comme une couple d'années. Fait que, ouais, ça, je pense que toi aussi, d'ailleurs, comme le Oui. Ben là, cet hiver, on a plus eu un vrai hiver. Là. Les 2 derniers hivers, c'était comme on était sur l'asphald vraiment tout le long. Mouillasse aussi, ouais, un peu. Là, on a plus eu de la neige, là, un peu. Cet hiver, la grosse tempête, là. Bizarre, quand même, hein. Ouais, en plus, c'est arrivé tard, me semble, pour une grosse tempête dans l'année. Ouais, c'est ça. Ah là là. Moi, j'ai commencé de genre me pitcher un peu pour le ski, là. Puis plus ou moins réussi, là, je dirais, mais c'est ça. Les sports d'hiver, ouais, c'est de plus en plus comme compliqué, là. On a plus les saisons qu'on avait. C'est ça qu'on dit. Ah là là. Alors aujourd'hui... Mais je vais commencer par prendre un shot. Aujourd'hui, on va commencer par faire ça. Oui, c'est ça. Première shot de la série. Tranquille, quand même. OK, les enfants. 1, 2, 3. Genre, est-ce que t'es une fan de rhum ou... Oui, j'aime beaucoup le rhum. Mon idéal serait prendre de la tequila pour les émissions à venir, mais j'avais oublié mon alcool. Fait que j'ai pris ceux qu'on avait au studio. C'est un peu le placeholder, là. Ouais, mais du rhum, c'est bon. C'est comme mon deuxième préféré pour un shot. En général, je préfère la tequila parce que ça me met plus sur le party. Okay. Le rhum, c'est aussi sur le party. Et après, la vodka, ça me fait juste vomir. La tequila, j'ai juste une histoire d'amour avec la tequila, je pense. Ok. Ouais, c'est comme le premier alcool fort que t'as découvert, on va dire. Genre, non, c'était la vodka. Et j'ai bu une bouteille. C'était une mauvaise expérience. Ouais, j'ai bu une demi-bouteille de 750 ml à moi toute seule. J'ai beaucoup vomi. J'ai beaucoup appris. Et depuis la vodka... Je pense que c'est comme ça pour tout le monde avec l'alcool. Tout le monde a une histoire d'horreur avec un alcool et ne peut plus. Souvent, les gens, c'est la tequila. Quand je dis que moi, j'aime la tequila, les gens sont genre, ou non. Je comprends. Tout le monde a une mauvaise histoire sur la tequila. Même moi, j'ai eu une méga grosse brosse à tequila plusieurs fois. Mais j'aime ça quand même. Que, voilà. T'as-tu un alcool préféré, Jésus? Moi, je suis pas mal bière, là, j'avoue, là, mais c'est plus parce que c'est pas cher, en vrai. Là. Oh, la bière. Genre, Moi, je trouve ça cher, la bière. Ah ouais? Ben, quand tu veux une bière de microbrasserie, une bonne bière, genre... Une bonne bière, c'est comme cher, mais tu sais, c'est en fait, je dirais, le plus cheap que tu vas, c'est vraiment pas cher, mais c'est comme pas bon, tu sais. Ouais. Puis si tu veux te saouler, c'est comme, ok, là, ça passe, tu peux mettre, je sais pas, du genre citron dedans ou genre whatever. J'avais jamais entendu ça, mais tu citron dans ta bière. Genre, nous, comme on faisait ça, là, genre, restauration, là, comme t'avais la blanche qui est genre pas tant bonne, je trouve, en tout cas. Elle veut pas grand-chose. C'est ça. Mais tu mets lime ou genre citron. Ouais, moi, je fais ça dans ma... Ça, c'est bon. C'est pas de qualité. Mais non, moi, je suis pas très fort, j'avoue, je trouve ça trop fort, genre comme justement comme autant en termes de goût qu'en termes de... Ah, moi c'est le fort. Moi c'est le fort. Ah ouais? Moi j'aime pas tant l'alcool, là. Toi, t'aimes les rares fois où je suis... Ah, là, faut que je sois sous, là. Toi, t'aimes le rhum à la noix de coco. Le fort, c'est efficace. Ah! Ben c'est ça, ouais. Ouais, non, il me semble que toi, t'aimes ça. Quand même. Ouais. Ben ça va. Qu'est-ce que tu préfères? Mais j'aime pas l'alcool, fait que quand c'est plus sucré, ça goûte moins l'alcool. Fait qu'est-ce que tu préfères? C'est plus fort, t'as moins à boire d'alcool longtemps. Fait qu'est-ce que tu préfères? Mais là, faut pas parler de marque, là. Non, on parle pas de marque. Attends, mais je vais les dire, mais on va pas les censurer. J'ai parlé de marque, là. Ça peut juste être j'aime. Oui, c'est ça, là. Straight for the win, là. Let's go, là. Okay. C'est ça, mais tu sais, ça, je suis d'accord avec ça. Genre, c'est juste que j'ai pas la culture, je pense, de comme... La culture? Non, mais genre en mode, comme, j'ai pas le réflexe de genre aller acheter du genre comme... Tu sais, parce que j'ai commencé à boire de l'alcool avec mon père, pis c'est vraiment bière, tu sais. Comme... Alors, un point où je me suis convaincu que j'aimais les trucs qu'il aimait, alors qu'en fait, non, là, genre, tu sais, les genre IPA pis tout, vraiment, je suis comme, non, c'est genre trop amer, genre. C'est quoi que tu préfères comme bière? Je dirais, ben, tu sais, des bières comme le légère, là, tu sais, vraiment, genre, des blanches aux fruits, ou tu sais, des sour un peu, genre, pas mal. Les Pale Ale. Pale Ale, ouais. Pis Pilsner, ouais. Genre douce un peu, là. Nice. Puis, ouais. Non, c'est ça, moi, les trucs trop amers, ouais, bof. Oui, ben, je pense qu'on peut passer à notre segment de la saison. Yes, alors on va partir sur notre segment test de personnalité.
Alors, donc, premier segment de l'épisode sur les tests de personnalité. Alors, aujourd'hui, on parle du Big Five. Moi, j'avoue, j'ai fait mon coquin aujourd'hui. Je vous ai laissé dans l'ombre. Oui, c'est ça. Je suis co-animatrice de ce podcast. J'ai aucune idée c'est quoi le Big Five. Morphée me dit « Regarde rien! » Là, on regardera ça ensemble pendant l'épisode. Fait que je viens un peu dans le noir. Je pense que Jésus aussi, on avait donné la même consigne. T'as-tu regardé? Ouais. T'as-tu triché? Non, je pense que Morphée, tu m'en avais parlé un peu, mais je me rappelle plus. Fait que parfait, I guess. Puis, à l'épisode précédent... T'as-tu écouté notre dernier épisode? Oui. Non, parfait. Évidemment, quand même. T'as-tu refait le 16 personnalités pour le plaisir? Ouais, je l'ai refait hier, en fait. Puis j'ai eu le même résultat. Là. Moi, c'est INFPT. Fait que c'est médiateur. Ouais, c'est ça. Je pense que ça me correspond. Quand même pas mal proche de... On est dans le NFP aujourd'hui pour le podcast. Ok, ouais. Oui, comme moi. Puis, aussi, ouais, j'avoue que je me rappelle pas comme le par cœur de... Non, mais le résultat, c'est pas correct. Tout le monde, là. Ça fait plein de lettres à retenir, c'est bien correct. Alors, le Big Five, on peut commencer, commencer tout de suite. Alors, déjà, ok, le Big Five, il y en a quelques-uns qui se ressemblent un peu. Là, j'avoue, on rentre là dans le sérieux aujourd'hui. Là, on rentre. Ok. Là, ça commence à être de la psychologie sérieuse. C'est genre scientifique, là. Un peu plus. J'ai même consulté une de nos bonnes amies qui a fait un baccalauréat en psychologie pour pas trop dire de la merde. Fait que si je dis des choses qui sont correctes, vous pouvez assumer que c'est grâce à elle. Puis si j'ai des trucs qui sont pas corrects, c'est de ma faute. Donc, le Big Five, il y en a quelques-uns qui se ressemblent un peu, mais qui sont... pas vraiment que mon ami dirait, sont tellement différents, t'as rien compris. Mais, alors, il y en a quelques-uns, il y a le Big Five, il y a aussi le Five Factor qui ressemble un petit peu. Et donc, sont tous basés sur 5 aspects. On peut commencer tout de suite. Alors, le premier aspect, l'ouverture, openness. Puis les 5 aspects, en fait, ils disent à quel point c'est bas ou élevé. Fait qu'ils mesurent à quel point t'es élevé dans cet aspect-là. Alors, à l'ouverture faible, c'est du monde qui vont pas aimer ça quand il y a trop de changements, qui vont pas trop aimer quand il y a des nouvelles choses, qui vont résister à des nouvelles idées, qui ont moins d'imagination, puis qui aiment pas les concepts abstraits et théoriques. Tandis que du monde que sur le critère de l'ouverture sont plus hauts. En fait, ça va être du monde qui vont être vraiment plus dans la créativité, essayer des nouvelles choses, aimer beaucoup les choses abstraites et les concepts. Et qui aiment, je lis ici, qui aiment ça, s'attaquer à des défis, apparemment. Alors ça, c'est l'ouverture. Ensuite, le deuxième critère, on a conscientiousness, à quel point la personne est consciencieuse. Alors ça va aussi de faible à élevé. Alors les personnes pour qui ça, c'est un peu plus faible. Ils vont pas aimer la structure, les horaires. Ils vont faire le bordel. Ils prennent pas soin des choses. Ils sont désorganisés. Ils procrastinent. Tandis que quand c'est plus élevé, ça va être du monde qui prennent du temps pour se préparer, qui vont finir les tâches importantes tout de suite, qui portent attention aux détails et qui aiment ça avoir une structure, quelque chose d'ordonné. Ensuite, on a troisième des aspects du Big Five. On a l'extraversion. Alors, quand ça va être plus faible pour l'extraversion, ça va être du monde qui préfère la solitude, qui se sentent fatigués quand ils vont beaucoup socialiser. Ça, on en revient un petit peu à ce qu'on parlait la dernière fois dans l'épisode. Oui, c'est drôle. C'est que ça ressemble à l'extraversion. C'est pas comme si c'était un point important de la personnalité. Ouais, ça leur revient pas mal, ça, on dirait. Ouais, puis c'est comme si consciencieux, ça ressemble à N versus... Non, consciencieux, ça ressemble à J versus P, pardon. Est-ce que t'es organisé ou est-ce que ouais, c'est ça. Ça va tout ressembler. Ça va tout ressembler un petit peu au final. C'est comme si openness. C'est bon, on a compris le principe. Ça ressemble à. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il y avait combien de lettres dans le test 16 personnalités? 5. 5? Ah! C'est comme si. Ah! C'est quoi? Neuroticisme. Ça, c'est quand c'est élevé, t'es plus stressé. Puis c'est la même chose! Qu'est-ce qui se passe? Il est juste déguisé, en fait, l'autre test, là, pour être plus accessible. Là. Oui, fait que c'est... ça se ressemble beaucoup. C'était ça la surprise. C'est ça le punch que je voulais vous garder. C'est pas vraiment un punch. C'est pas un punch? Ben, je veux dire, c'est test de personnalité. La personnalité, il n'y a pas 40 façons de la définir à un moment donné, comme... Ah, moi, je suis pas d'accord. Il y a tellement de façons. Ben oui, mais ça revient toujours au même point. En tout cas... Moi, je trouve ça quand même frappant que c'est exactement... comme les mêmes axes. C'est quand même très, très spécifique. Là. C'est vraiment spécifiquement. Mais... il n'y en a pas un des deux qui a copié l'autre. Alors, oui, c'est ça. Fait que, pour la petite histoire, c'est intéressant parce que
ça se ressemble, fait qu'on va pas nécessairement... Je vais pas nécessairement tout répéter dans les détails. Je vais peut-être plus aller dans regarder c'est quoi les différences entre ces deux tests-là, puis les discussions qu'il y a autour de ça. Puis je pense que ça va pouvoir nous amener à des endroits assez intéressants. C'était ça mon plan pour aujourd'hui. On pourrait commencer par dire que c'est dans l'historique. D'ailleurs, je me suis trompé pour le MBTI et le 16 personnalités, c'est pas exactement le même. Le 16 personnalités, en fait, je pense qu'ils sont inspirés du MBTI, qui avait juste les 4 premières lettres qui divisent en 16 personnalités. Puis ils en ont ajouté la 5e, probablement justement pour ressembler au Big Five. Fait que tu dis lequel a copié lequel. Je dirais que c'est probablement plus le 16 personnalités qui a un peu copié le Big Five. Mais après ça, le Big Five ou le Five Factor, à quel point ça c'est relié au Myers-Briggs, qui est plus vieux et qui date des années 60, si je me trompe pas, qui avait juste les 4 lettres qui étaient nécessaires pour diviser en 16 personnalités. Et il y a un éléphant dans la pièce que je vais adresser tout de suite, c'est que, je disais tout à l'heure, le Big Five, le Five Factor, ça c'est des tests là on rentre dans le sérieux. Et effectivement, c'est des tests qui sont plus pris au sérieux en psychologie. Tandis que le Myers-Briggs, le 16 personnalités, si vous en parlez à du monde qui ont des connaissances en psychologie, ils vont s'empresser de vous dire que c'est de la merde. Ça vaut rien. C'est pas mieux que l'horoscope. Et bon, à ça, Deschamps, on pourrait dire en partant, attendez où est-ce qu'on s'en va avec nos tests de personnalité dans cette saison-ci, hein? Oh, ouais, ça va devenir pas mal plus le bordel, là. Ouais. Oui, effectivement. Alors, on commence, c'est ça. Alors, moi, j'aimais ça commencer avec le 16 personnalités parce que c'est le plus connu. Et là, on rentre un peu dans plus la discussion méta un peu autour de tout ça. Alors peut-être parler, c'est quoi les différences? Pourquoi est-ce que c'est critiqué le 16 personnalités? Alors déjà, dans les différences, un truc que j'aime remarquer, c'est que ils présentent pas de la même façon les différents axes. Premièrement, à la place de dire on divise en 2 extrêmes, on fait juste mesurer à quel point un trait en particulier est élevé. Fait qu'on dit pas est-ce que tu penches plus vers l'introversion ou l'extraversion, on dit c'est quoi ton niveau d'extraversion. Puis on mesure pas si tu penches plus vers judging ou prospecting, jugement, prospection, on dit c'est quoi ton niveau de à quel point t'es consciencieux. Est-ce que genre ça veut dire que genre tu peux être comme un peu introverti mais beaucoup extraverti, genre tu peux être comme les deux en même temps, genre? Je sais pas, probablement oui que ça permet d'avoir ce genre de liberté là. Je trouve que ça fait comme plus de sens puisqu'on dirait que de le mettre comme en opposition, je sais pas, j'ai l'impression peut-être que ça représente pas vraiment ce que c'est là des fois en tout cas, mais c'est comme dur à dire là, parce que comme vous avez dit dans l'autre épisode aussi, comme ça peut changer pis tout puis ouais, mais ça permet de donner un peu plus de flexibilité à ce niveau-là probablement, mais un des gros aspects aussi c'est que ça met pas une frontière bien définie. Tu sais, l'idée avec le 16 personnalités c'est que à 51% on dit t'es telle lettre, puis à 49% t'es telle lettre. T'sais. Ouais, pis ça c'est un peu une faiblesse là. Oui, c'est ça. Puis en fait c'est un autre truc qui est une grosse critique. Je dirais, il y a plusieurs critiques du test 16 personnalités, notamment que c'est pas consistant comme résultat. Là. On en a parlé à l'épisode précédent que on refaisait le test plusieurs fois puis on n'avait pas les mêmes résultats. En tout cas pour certains, pas pour moi, mais pour toi Bacchus puis pour Eol. Et alors ça c'est une des critiques. Et une autre des grosses critiques plus au niveau comme statistique, c'est que ça ressemble pas statistiquement à une distribution où t'as 2 extrêmes dans un spectre. Ça ressemble à juste comme un trait. Alors c'est dans le fond, tout le monde est très proche de la moyenne. Tout le monde est très proche du milieu. Les gens sont pas concentrés aux extrêmes vers introversion, extraversion. T'as pas un groupe de la population qui est concentré introverti, un groupe qui est concentré extraverti. La majorité des gens se trouvent proches du milieu. Ce qui fait que... genre dans la vie, ça? Oui, c'est ça. Dans la vie, mettons, pour chacun des spectres, mais mettons, par exemple, introversion, extraversion, la majorité des gens se trouvent plutôt comme au milieu. Mm-hmm. Et ben ça fait que le fait de couper en 2... puis de dire d'un bord t'es introverti, l'autre bord t'es extraverti, pour la majorité du monde, c'est presque comme tirer à pile ou face, parce que t'es comme au milieu anyway, le fait que on joue justement dans ce... Ouais, c'est ça. T'es entre 55 et 45%, ou un peu plus que ça, mais c'est pour dire t'es proche du milieu, fait que ça a pas tant de sens de dire de trancher direct, tout que de faire comme dans le Five Factor ou le Big Five, qui vont juste avoir une échelle qui mesure le niveau. Puis après ça, c'est vraiment plus d'interprétation qualitative plutôt que de dire bon, t'es dans telle catégorie. Après ça, c'est sûr tu peux utiliser à dire c'est élevé ou c'est faible, mais après ça, mettons un psychologue qui va analyser ça, il va avoir des chiffres pour quantifier ça puis dire à quel point, à quel degré. Fait que ça donne plus de précision.
Fait que bon, après ça, on veut pas s'enfarger dans les statistiques, là. On va pas s'éterniser avec ça. Mais ça, c'est une des grosses critiques. Une autre grosse différence, et que je trouve vraiment intéressante dans l'approche du Big Five, du Five Factor, par rapport aux 16 personnalités, puis je pense que ça peut parler au fait que le 16 personnalités a énormément de succès, c'est la façon dont ils présentent les différents axes, la façon dont ils les définissent précisément. Le 16 personnalités a vraiment une approche qui est très... Tout est beau, tout est positif. Alors pour, par exemple, thinking versus feeling, que ça veut dire, t'aimes ça être dans la rationalité versus t'aimes ça aller chercher des compromis dans l'émotion pour le 16 personnalités. Dans le Big Five, dans le Five Factor, ils vont parler du niveau de à quel point t'es agreeable, à quel point tu t'entends avec les gens. Et en fait, ils vont dire, si t'as un faible niveau de agreeableness, ça ressemble à un faible niveau d'empathie, dans le fond. Puis si t'es prospecting, dans la prospection versus par rapport au jugement, mais c'est pas que t'aimes ça improviser, c'est juste que t'es désorganisé, puis t'aimes pas ça suivre un horaire, puis t'es pas capable de prendre soin des choses, puis de faire attention aux choses importantes, puis tu vas briser des objets, perdre des affaires, t'es pas capable de t'organiser. Puis t'es pas perfectionniste quand t'es neurotique, puis t'es juste susceptible à la dépression puis à l'anxiété. C'est ça. Il y a vraiment comme un aspect de comme on liste pas les aspects de la personnalité qui pourraient être plus comme genre négatifs, on va dire. Genre. C'est ça. Puis en fait, je pense, après ça, c'est une question de perspective, parce qu'un psychologue qui va lire ça puis qui fait son travail, une psychologue, elle va pas être là pour te juger. Elle est là pour mesurer c'est quoi qui est là. Puis souvent, c'est à des degrés que tout le monde a ça, à un certain niveau d'empathie ou de manque d'empathie, d'organisation, de manque d'organisation, ou de susceptibilité à avoir de l'anxiété, de la dépression. Tout c'est présent chez tout le monde. Puis chez certaines personnes, c'est plus présent. Et tous ces aspects-là, genre stéréotypiquement, on pense ça de façon plus sombre. Mais le psychologue, il est pas là pour te juger. Il ou elle va être là pour juste regarder ce qui se passe, puis c'est ça. Puis après ça, t'as un aspect aussi même là-dedans en psychologie de dire, par exemple, les gens qui sont plus susceptibles à, par exemple, les gens T qui sont plus susceptibles à dépression, anxiété, généralement, c'est du monde qui vont vivre leurs émotions plus fortes. Fait que ça, c'est aussi associé à vivre des émotions positives de façon plus forte, être plus émotionnel en général. Fait qu'il y a un peu des liens comme entre les différents aspects aussi, de genre, comme, t'es plus comme, c'est-tu comme névrotique ou genre comme neurotique? Neurotique. Okay. Neurotique, c'est ça. Fait que les gens qui sont neurotiques élevés, ça c'est le 5e aspect. Ça correspond à la lettre T, fait qu'être turbulent. Tandis que les gens qui ont un faible neuroticité, ils vont être assurés. Fait que moi, ce que je me demande, c'est est-ce que quand t'es plus comme neurotique, est-ce que t'es nécessairement peut-être un peu plus feeling, genre, que thinking, on va dire, là, je sais pas vraiment. Pour les modèles psychologiques, ils essayent qu'il n'y ait pas de corrélation entre. Ça, c'est un truc important, ils essaient de bien les séparer. Puis ça, c'est un truc que le 16 personnalités fait moins bien que les modèles psychologiques qui sont comme la règle d'or, qui sont vraiment bien reconnus. Fait que c'est une autre des critiques qui est lancée contre le 16 personnalités par les gens qui sont plus dans ce milieu-là. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant comme différence d'approche. Personnellement, tu préfères lequel des deux? Mais je pense que les deux sont vraiment intéressants. Déjà, si on parle du Big Five, du Five Factor, c'est moins accessible, je dirais. Le 16 personnalités, ils ont vraiment créé un modèle d'affaires où ils sont là pour que ce soit super accessible. Puis c'est un modèle d'affaires aussi. Ils font de l'argent avec ça. Il y a du monde que après ça, un certain pourcentage des gens qui s'intéressent à ça, qu'à un moment donné, ils vont acheter des livres ou payer pour des formations, des trucs de même. Tandis que le Big Five est plus sérieux, mais il est un peu moins accessible. Il y a des sites en ligne. Moi, je savais qu'il existait des versions payantes, mais j'ai entendu encore une fois, elle nous sauve la vie, notre amie en psychologie, qu'il y en avait un test qui existe, qui est... mais c'est pas un test, en fait, c'est un site internet où il y a... Je pense que ça s'appelle... C'est IP, je pense. Juste se souvenir, vérifier. Oui, c'est ça. Alors, il y a un site internet, il faut aller voir, on va le mettre dans la description aussi. Ça s'appelle le IP. Je me souviens plus c'est un acronyme pourquoi. Mais en gros, c'est qu'il y avait ces tests-là qui existaient de façon payante en ligne. Et il y a du monde dans la communauté scientifique en psychologie qui se sont mis ensemble pour faire une version gratuite, accessible à tout le monde. C'est cool, ça. Nice. Ouais. Mais là, bon, je suis allé, puis on est plus proche du HTML puis du SSH cru, là. OK. Oh, on est pas... CSS, tu veux dire? Oui, c'est ça. J'ai dit. C'est correct. SSH, oui, non. Mais c'est ça, mais c'est pour dire, on est plus, ça ressemble plus à un site internet de 2003. Là. On n'est pas
dans le beau site internet super poli avec des beaux petits dessins. Des beaux petits dessins. Ça, vous avez été gâtés à ce niveau-là avec le 16 personnalités. Attendez-vous pas à ça, c'est vraiment plus comme de la documentation en ligne. Mais c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Personnellement, j'ai fouillé un peu, j'ai pas vu j'ai vu comme les listes de critères pour les différents trucs, pour les différentes... Puis il y en a plein d'autres, il y a pas juste il y a le 5 Factor, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un qui s'appelle le Exaco, qui est une version encore plus récente, qui en ont rajouté un 6e facteur. Je me souviens plus c'est quoi. Mais ça fait qu'il y en a plein. Mais c'est plus, il donne la liste des critères. Personnellement, j'ai pas trouvé s'il y avait des tests que tu pouvais, genre des petits questionnaires que tu pouvais remplir. C'est plus le genre de truc que c'est comme tu te fais suivre par un psychologue, puis si tu te retrouves comme à le faire, c'est plus comme en suivi, mettons, là. C'est pas genre... Oui. Puis sinon, tu peux le faire un peu comme on parlait au dernier épisode. Tu peux juste comme comprendre les critères, puis après ça, t'auto-évaluer. Puis genre penser à genre, comment est-ce que je suis comme ça, genre? Ouais, mais c'est sûr, avoir un professionnel qui t'évalue, ce qui est bien, c'est que... Il y a un suivi après par rapport à ton évaluation. Il y a un suivi, puis il est là pour te coller sur ta bullshit aussi. Parce que c'est tout le temps ça qui est drôle avec les tests comme ça où tu remplis tout seul en ligne. À un moment donné, est-ce que tu veux pas justement remplir à... Justement parce qu'on dit encore une fois certains des aspects que ils correspondent moins à des trucs qui sont valorisés dans la société. Mais les gens d'habitude, ils vont répondre moins ce qui est vrai, mais plus qu'ils pensent que qui est bien ou que la société attend d'eux. Ouais. C'est comme genre, quand tu fais le test, faut quand même faire le travail de genre dire, OK, comme est-ce que je suis vraiment de même, tu sais? Parce que moi, genre, tu sais, quand je l'ai refait, le site personnalité, il y a des questions où j'étais comme, est-ce que c'est genre ce que je veux être ou est-ce que c'est vraiment ce qui se passe, genre, comme en ce moment ou genre comme dernièrement, genre? Fait que ça. Puis tu sais, puis même le monde qui font pas ça, genre même s'ils prennent pas le temps de faire ça, puis comme ils répondent un peu à un truc qui va pas être vrai, ben le test te flatte quand même dans le sens du poil. Tu sais, moi je trouve ça un peu comme le gamifié. Tu sais, c'est genre tu sais, tu seras jamais comme pas content, genre vraiment. Tu sais, il y a comme aucune des personnalités qui est genre tu es une merde, genre. Oui, je trouve ça vraiment intéressant. Comme tu dis, il flatte dans le sens du poil, puis en même temps c'est pas surprenant parce que c'est le business model. Ouais, c'est un peu ça le but. C'est pour ça qu'il est genre populaire, parce que c'est le fun à faire. Puis quand t'as ton résultat, t'es comme cool. Oui, c'est ça. Ça reste une business. T'sais. Ils sont là pour que tu sois content. Fait qu'ils vont pas te dire t'es capable de t'organiser, t'as pas d'empathie. Puis, je sais pas, ça sonne comme un bon scheme de genre dire aux gens tu es une merde, mais je peux t'aider à devenir mieux qu'une merde. Ouais, il y a du monde qui vend ça, c'est vrai. Mais ils sont vraiment pas allés avec cet angle-là. Ils sont allés flatter le monde dans le sens du poil. Mais en même temps, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve qu'il y a de la valeur à ça parce que c'est pas complètement faux non plus. Je pense que, supposons, ok, maintenant je te parle de mon expérience, mais je dirais que je suis complètement désorganisé, je suis TDAH, mais c'est vrai que ça m'a forcé à apprendre à improviser, tu sais. Parce que si j'étais pas capable d'apprendre à improviser, si j'avais pas fait ça, ben je serais un peu plus dysfonctionnel, tu sais, tandis que d'autres mondes, ben ils ont moins besoin d'apprendre ça pour pallier à leurs problèmes. Ouais, ben t'as développé des stratégies, c'est ça. Par l'improvisation. Oui, c'est ça. Fait que il y a quand même de la valeur là-dedans de dire que les défauts, ils viennent avec des qualités. C'est particulier un peu. Ouais, c'est ça, mais parce que ça dépend, là. Tu sais, genre, tu dis, OK, je suis genre désorganisé, mais genre en mode, comme j'improvise, je suis bon à genre improviser, ça, c'est genre positif, mais tu pourrais aussi être comme désorganisé à un point où là, c'est vraiment plus comme genre négatif. Fait que juste dans ce mot-là, t'as tellement de, mettons, de vies comme le différentes, puis de personnes... genre comme différentes, là. Tu sais, pis c'est ça, là, selon ta vie, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile de genre comme organiser, mettons, quand t'as pas de kid ou quand t'as pas de... Fait que, ouais. Oui, c'est ça, c'est pas garanti que tu vas développer ces trucs-là pour pallier. Ouais, c'est ça. Ton expérience, elle peut être différente, tu sais, j'aurais pu être désorganisé puis pas apprendre à improviser, être juste dysfonctionnel, tu sais, je veux dire... Je disais pour pas être dysfonctionnel, mais il y a du monde qui le sont. Tout le monde l'est à un certain degré, là, dysfonctionnel. Alors, que c'est parfaitement corrélé. Dans leurs différents aspects de la vie. Là. Oui. Mais de toute façon, c'est très humain de développer des mécanismes de compensation pour quoi que ce soit. Ça sonnait beaucoup trop intelligent pour rien. Ah non, c'est parfait. Moi, j'adore ça. En plus, on a un petit peu de foreshadowing là-dedans. Là. Ah oui? Ah oui. Ah merde, pour moi? Non. Dans cette saison, on n'a pas fini de vous dire que vous êtes des merdes, vous en faites pas. On va nourrir votre king shame, vous inquiétez pas. J'ai pas dit ça. Ben non, Jésus, t'as pas dit ça. Mais par contre, un truc qu'il faut faire attention, tu sais, on dit ça se ressemble beaucoup les tests, mais on peut pas juste prendre le résultat du test 16 personnalités puis le traduire puis dire je suis P, donc forcément j'ai un niveau de consciencieux qui est faible alors je suis désorganisé.
C'est pas le même test. Les questions, le questionnaire, ça fonctionne pas de la même façon. On peut Tu pas l'as juste- fait, toi, le test? Non, parce que justement, en tout cas, j'en ai pas trouvé. J'aurais pu chercher plus, honnêtement. Mais j'en ai pas trouvé de test que c'est juste tu réponds à des questions puis ça te le fait. C'est plus voulu pour que ce soit quelqu'un qui t'évalue vraiment ces tests-là. OK. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme on disait, tous les trucs plus comme le scientifique, c'est comme genre que l'auto-évaluation, c'est nécessairement comme le genre biaisé en fait là. Genre même si tu fais de ton mieux, c'est. C'est que ce que je reprochais un petit peu aux 16 personnalités, c'est que des fois, tu manques de contexte. Comme ils disent, est-ce que tu ferais ça dans ce genre de situation? Faut que tu répondes à la question oui ou non. Ouais. Très peu ou beaucoup, mais des fois, t'as comme aucun contexte. Tandis que si quelqu'un te pose une question, puis tu demandes du contexte, il va t'en donner. Fait que c'est comme C'est ça. plus facile d'évaluer quelqu'un par rapport à ça. Genre, il y a comme plein de questions, t'es comme, mais ça dépend. Genre, C'est ça. Vraiment, t'es comme, ben, vraiment. oui, mais genre. Puis surtout le truc d'être comme, genre, ah oui, je suis d'accord, genre, au max, ou genre, plus ou moins, c'est comme un peu, genre, genre, tu sais, je sais pas, c'est un peu bizarre alors comme le répondre, je trouve, ce truc de, ah, je suis d'accord comme un peu, c'est comme un peu flou, genre. Puis en même temps, il y a des débats là-dessus aussi à l'intérieur de la communauté en psychologie, apparemment, sur le fait que c'est important aussi d'être capable d'aller capturer c'est quoi l'expérience subjective que la personne a de sa personnalité, comment elle ressent de son point de vue. Ouais, c'est Donc, ça. si tu essaies d'éliminer ça en disant c'est juste du bruit, c'est quelque chose, on veut call out la personne sur sa bullshit, puis juste aller à c'est quoi les faits, puis vraiment les comportements, ben tu prends pas en compte l'expérience de la personne, puis comment c'est vécu. Puis c'est quand même une grosse partie de la personnalité, quand même. Mhm. Une autre question qui revenait dans les différences entre le test 16 personnalités et le 5 factor, c'est justement cet aspect-là de dire on a des échelles plutôt qu'avoir un truc avec deux extrêmes puis on te met dans une des deux catégories. Le 16 personnalités, il va donner une étiquette à quelque part à la fin. Il va dire t'es telle personnalité. Il va donner un type. Tandis que le 5 factor, c'est plus des corrélations puis des chiffres. Après ça, tu peux aller interpréter ça, mais si t'as pas, tu vas pas chercher l'aspect comme mathématique derrière tout ça. T'as juste comme des règles de pouce un peu, là, plutôt que d'avoir une catégorie qui est bien tranchée. Ce qui fait qu'on est moins en train de mettre une étiquette, de dire qu'il était vraiment dans telle catégorie, dans telle boîte. Ça, c'est quelque chose qui est moins populaire récemment en psychologie, apparemment. En tout cas, c'est beaucoup remis en question de dire, ben, tu mets la personne dans telle catégorie. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle d'entendre parler de ça, parce que moi, j'ai l'impression que dans la société civile, ça devient de plus en plus populaire, au contraire, de dire on se met une étiquette. On se dit, ouais? moi, je suis... Oui, de dire comment, ben justement, le 16 personnalités, par exemple, de dire, moi, je suis tel type de personnalité, moi, j'ai, par exemple, tel trouble, je suis telle orientation. Tu sais, je veux dire, à plein de niveaux, c'est en plein de sphères de notre vie, on va chercher, c'est ça, des catégories pour aller définir un peu notre identité, chercher des mots. Puis c'est tout le temps des outils, mais je trouve ça intéressant de voir cette espèce de shift-là, dans le sens où j'ai l'impression que presque le domaine de la psychologie puis le monde en général, ils vont presque en sens contraire, qu'on a comme une inversion. Qu'avant, les gens étaient comme arrêtez de nous mettre dans une boîte, puis la psychologie essaie d'être super rigoureuse. Puis là, ils essayent de ok, on va pas mettre les gens dans une boîte, on essaie de parler dans des types, on essaie d'aller dans des trucs plus ouverts puis flexibles. Puis les gens, au contraire, ils disent ok, non, ça devient intéressant d'avoir tous ces outils-là pour s'identifier, se définir, aller chercher des mots. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je suis en train de me demander qu'est-ce que je préfère. C'est sûr que d'avoir des mots, c'est comme, admettons, des types, comme tu disais, ça donne des outils quand même de dire, moi, je suis ça. Par exemple, toi, tu dis, tu es TDAH, ben c'est un type. Oui, une 100%. case. Fait que c'est sûr que ça peut être utile de dire aux gens, je suis TDAH, ben les gens, ils savent à quoi s'attendre. Fait que, comme j'ai ma cousine que j'aime vraiment beaucoup, que je suis très proche d'elle, on a 3 jours de différence, on a toujours été aux mêmes écoles, on a tout le temps, nos parents ont habité à côté toute ma vie. Ma cousine a clairement toujours été Asperger, mais elle le savait pas. Elle avait jamais fait de test et tout, puis elle se définissait pas comme ça parce qu'elle avait pas l'outil de dire je suis Asperger. Pour moi, c'était sûr, 100%. C'est la définition papier d'Asperger, c'est cette personne-là. Des fois, on n'est pas surpris, hein. Non, c'est ça. Mais moi, je me rappellerai toujours la phase qui est arrivée, puis elle me dit « Hey, Bacchus, j'ai quelque chose à te dire, c'est vraiment important. » J'étais comme « Ah, OK, qu'est-ce qui se passe et tout. » Tu sais, être super sérieuse, puis comme « Là, je me suis fait évaluer, puis faut que je t'annonce que je suis Asperger. » Puis j'avais juste envie de lui dire, mais je le sais. Mais pour elle, c'était important. Je pense que ça l'aidait d'être capable de dire « Je suis ça » avec certitude, qu'elle a un mot à donner qui expliquait plein de choses pour elle qu'elle n'arrivait pas à expliquer quand elle était jeune. Puis c'est vrai que quand on était jeune, les gens ils savent pas, ils étaient méchants avec elle et tout parce que c'était mademoiselle je sais tout, puis elle écoutait les consignes, puis elle est très carrée.
mais en même temps, c'est la personne la plus sweet ever. Puis c'est drôle parce que les gens étaient des fois méchants avec elle et tout, mais en secondaire 4, quand on était il y avait les cours de chimie physique que moi, je ne faisais pas, mais elle les faisait. Elle donnait des récup à la cantine pour les gens qui avaient besoin d'aide. Genre, les mêmes gens qui étaient méchants avec elle. Elle était tellement pas rancunière, elle était juste genre, ouais, t'as besoin d'aide, je vais m'asseoir avec toi, je vais t'aider. Fait que, puis après ça, les gens l'ont adoré. Parce qu'on se rend compte qu'une personne Asperger dit ce qu'elle pense des fois sans penser que ça se dit pas. Genre, elle remettait les profs à leur place, mais de façon super pas méchante, mais comme juste, c'est parce que c'est pas ça, monsieur, c'est ça. Puis là, toute la classe était comme, oh, wow! Bref, c'est vraiment une grosse parenthèse pour dire que des fois, avoir une étiquette, ça aide à donner une explication, puis les gens ils peuvent mieux comprendre. Je pense que c'est ça. Là, je suis quand même assez comme d'accord. Là, cette genre d'histoire-là, ça me fait penser à ma mère, tu sais, comme TDAH aussi. Puis c'est ça. Puis tu sais, elle, en fait, elle savait pas longtemps, tu sais, que comme elle a compris ça. Là. Puis tu sais, moi, c'est comme au début, j'étais comme, ah, mais tu sais, tu me gosses. Alors, pas arrêter de dire ça. Tu sais, un bout où j'ai l'impression que genre tout le monde était comme le TDA. Tu sais, j'étais comme, mais là, ok, c'est genre le nouveau. Le fameux. Genre, c'était à la mode, tu sais. Mais là, maintenant, c'est ça, je suis quand même assez d'accord avec toi, comme le Bacchus, que, genre, en fait, quand dans la société, c'est tellement, comme il y a tellement comme une norme de genre, c'est quoi comme être normal que elle s'est fait dire, t'es lente, ou t'es comme désorganisé, pis tout, puis vraiment comme le rejeter, comme en mode, juste comme, tu devrais pas être genre comme ça. Mais là, ça valide. C'est ça, c'est une validation. T'es comme, ok, je suis pas juste weird, il y a une raison, genre. Comme, c'est pas ça. Juste weird, par weird, je veux dire, je réponds pas aux normes sociétales, là, c'est plus ça que je veux dire. Ça peut faire des genres communautés un peu, tu sais, aussi, c'est un peu la même chose que, mettons, je sais pas, comme ces orientations comme le sexuel, plus comme le marginal ou les genres, même, c'est des trucs que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça, fait que là, tu peux plus comme dire, ah oui, comme moi aussi, j'ai cette expérience-là, tu sais, je suis le même, genre. Ah, ça peut clairement créer un sens de communauté, ça, c'est sûr. C'est ça. Ben, il y en a plusieurs communautés. Fait que ça, je pense que c'est positif, mais en même temps, je dirais que c'est comme la première étape. Il faut pas non plus que tu te définisses par ça. Genre que tu prends ça comme en mode OK, ben là maintenant, comme là, je comprends ça, mais t'es pas juste ça non plus. Là. Oui, c'est ça qui est dangereux parce qu'on parle d'être doux avec soi-même, dans le fond, d'accepter qu'on a des difficultés à certains endroits. Si on parle de troubles, par exemple. Mais en même temps, on veut pas que ça devienne des limitations qu'on s'impose à soi-même en disant je serai jamais capable puis qu'on arrête d'essayer. Ouais, c'est ça. Parce que même si on a des limitations, c'est pas impossible qu'on arrive à les surpasser ou à les mitiger dans un certain degré. Puis ça va varier d'une personne à l'autre à quel point ils vont avoir du succès à faire ça. Puis étant donné que t'as pas le choix, tu pars avec des cartes différentes, ben ça fait que tu devrais être doux avec toi-même, tu sais, te traiter avec gentillesse, mais en même temps, tu veux pas que ça. Des fois, ça devient une défaite. Des fois, c'est ça, t'es comme, ah, ben, je suis ça, fait que ça. Tu utilises ça comme justification dans la vie de tous les jours, tu sais. Comme, j'essaie de prendre un exemple, mais il y a des gens qui sont un peu comme ça, ils sont comme, ah, ben, je peux pas faire ça parce que je suis comme ça, je suis genre, ben, c'est un peu te limiter, là, mais OK. Genre, je comprends que dans certains cas, comme. Mais c'est ça, tu sais, parce que c'est comme tough, parce que tu veux pas comme brusquer la personne, si, mettons, toi, je sais pas si t'es pas comme le genre Asperger, ben, tu vas. C'est facile d'avoir de genre l'incompréhension, genre. Moi, par exemple, je pourrais parler de mon expérience à moi en tant que TDAH, puis j'avoue que des fois, ça peut être tentant de d'avoir cette porte ouverte-là, de dire ma chambre est pas bien rangée, ma chambre est en bordel, mais je suis TDAH, fait que... Ouais, c'est genre en mode comme c'est pas ta faute, genre. C'est pas ma faute, c'est correct. Alors que genre, un peu, là, quand même. Alors, mais après ça, il y a du monde qui ont vraiment des difficultés puis qui sont vraiment pas capables aussi. Il y a de la finesse là-dedans, c'est que l'idée, c'est qu'il faut pas que tu te limites pis que tu t'empêches d'essayer, mais si tu t'essayes pis que ça marche pas, mais tu veux pas te décourager non plus, mais tu veux pas te faire violence à un point où t'es juste en train de constamment te battre contre toi-même, alors que t'as cette affaire-là en toi à quelque part, t'as pas nécessairement un contrôle parfait dessus, tu sais. Non, mais ouais, en tout cas, c'est juste... Ouais, c'est pas évident avec ce sujet-là, parce qu'on veut pas... Aussi, une autre affaire, c'est un peu... c'est dur à... Quand c'est pas pour soi-même, c'est un peu un chemin que chacun a à faire par soi-même. C'est dur, par exemple, d'aller en parler aux autres, parce que tu peux pas vraiment savoir c'est quoi leur expérience personnelle avec ça. Puis à quelque part, c'est un peu triste à dire, mais il y a juste toi qui peux te sortir de ce pattern-là quand... Il y a juste toi qui est capable d'être le juge final, de dire est-ce que je suis en train de me donner trop de lousse, ou est-ce que je suis trop difficile avec moi, ou où l'équilibre entre les deux. Puis c'est juste toi qui est capable de trouver la réponse. Et puis c'est pas évident. Tu peux pas savoir pour les autres à quelque part, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Là. Bon, ben, je pense que ça va peut-être conclure notre deuxième segment sur les tests de personnalité. Alors, on va pouvoir passer au prochain segment, qui va être... La citation.
de Jésus. Yes. On s'est rendu compte, milieu d'épisode, que Jésus, on lui a pas offert de partager le shot avec moi. Donc, Jésus, je vais te servir un verre parce que tu m'as dit que tu en voulais un. C'est un gros demi-shot. Ouais, c'est ça. C'est plus un shot, là. Cheers! Cheers. Oui! Yes! Ça va. Prêt pour ta citation, Jésus? Oui. Incroyable. Oui, t'en avais besoin avant de parler de toi. C'est ça. C'est comme, sinon, genre, ça marche pas. Alors, ta citation aujourd'hui, tu veux-tu y aller ou je te cite? Vas-y, parce que je me rappelle pas exactement. Là. Alors, ta citation aujourd'hui, c'est « À un moment donné, ton cerveau est pas fait pour être stimulé par des shit stupides. » Oui. Donc, ouais, c'est comme j'explique ça. Ben oui, qu'est-ce que tu voulais Oui, dire? contexte. Est-ce que tu te souviens c'est quoi le contexte de la citation? Je t'avoue, je me souviens pas. Perdu dans les annales de l'histoire. Exactement, c'est ça. Incroyable. Mais c'est beaucoup par rapport, tu sais, aux réseaux sociaux, genre YouTube. Tu sais, moi, je dirais que j'ai un peu comme une addiction, là, comme les écrans, comme le YouTube. Ah. Puis quand je dis shit stupide, tu sais, c'est tout ça, tu sais, le scrolling, genre comme le classique, mais même comme au-delà de ça, juste comme le consommer du contenu sur des écrans qui est comme pas stimulant, genre juste parce que, je sais pas, comme t'as rien à faire, ou genre, je sais pas, tu files pas, tu veux juste comme ignorer Mais ce qui est-ce se que passe, justement, genre. alors, ton cerveau est pas fait pour être stimulé par des trucs stupides? Genre, c'est tellement facile de te perdre dedans, comme ton cerveau, il est pas... C'est comme mettre en pause le reste. Est-ce que ton cerveau, alors, est pas fait pour être stimulé par ça? Ben, non, parce que, genre, comme sur le moment, t'as genre l'impression que ça t'aide, mais genre, au final, comme ça relaxe pas, genre, comme là, tu fais juste, c'est comme genre, moi, je vois un peu ça comme une drogue, dans genre le sens où, sur le moment, tu sens rien, puis c'est le fun, genre, mais comme après ça, t'es comme, tu sais, ça a rien réglé, là. Ah non, ça, c'est sûr, ça a rien C'est réglé. ça. Fait que moi, c'est ça que, genre, je veux dire, genre, dans le sens que c'est too much, là, des fois, tu sais, t'es genre trop de stimulation, puis c'est juste comme, je sais pas, le mal à la tête, juste, c'est genre comme physiquement, genre, c'est pas fun, puis ça, là, tu vois que, genre, oui, qu'après ça, tu vas dire, OK, faire des trucs plus comme relax, comme, je sais pas, le marcher ou faire des activités calmes, t'es comme, tu vas trouver ça plate, mais genre, en même temps, ça leur apporte plus, tu sais, je trouve, comme... Ben, ça dépend comme quoi, parce que, admettons, faire du sport, ça, c'est vrai que je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Tu dégages des endorphines et des hormones qui te font sentir bien après. Mais comme, admettons, genre, faire une activité plus calme, genre de la lecture ou du coloriage, est-ce que ça revient pas au même que juste scroller son téléphone? C'est une activité que tu vas pas dégager spécialement d'hormones à le faire, à part que t'aimes ça. Mais comme, à quel moment ton cerveau est plus adapté pour ces activités-là que par des trucs stupides? Qu'est-ce qui est un truc stupide? Est-ce que c'est... Oui, ça, c'est une bonne question. Là. C'est parce que là, tu parles beaucoup de l'aspect, flux de dopamine en continu. Puis, j'en conviens, ça peut être un problème. Là, des fois, avoir la difficulté à arrêter, puis à un moment donné, ça devient trop. Mais là, à quel point la partie stupide est importante là-dedans, là. Parce que moi, par exemple, moi aussi, j'ai de la misère des fois avec YouTube. Là, je suis capable de passer une nuit blanche à écouter des trucs sur YouTube. Facilement. Mais ça va pas nécessairement être des chutes stupides. Là. Moi, j'aime beaucoup écouter des trucs de vulgarisation. Fait que des fois, j'écoute des trucs très intelligents toute la nuit, là. Mais même si c'est pas stupide, ça reste addictif. Mais le point, c'est que si t'es pour passer la nuit parce que t'es vraiment comme accroché, c'est mieux c'est ça, comme checker des trucs de genre comme vulgarisation, là, comme justement. C'est juste que Plutôt tellement... que juste scroller sur TikTok ouais, pendant c'est 6 ça, heures. Checker, je sais pas, comme le dude perfect qui fait des trick shots. Je trouve que ça apporte pas grand-chose, genre. Oui, non, définitivement, il y a des shit stupides aussi, là, mais je me demandais, fait que toi, tu dis, tu renchéris sur ta citation. Ouais. Ton cerveau est pas fait pour être stimulé par des shit à un moment donné, là. Ben, genre, en fait, je pense juste que t'as besoin d'une pause, à un moment donné. Tu sais, même, genre, que pour la vulgarisation. Ah, définitivement. C'est ça. Genre, tu sais, à un moment donné, après, comme 4 heures de, je sais pas, le checker des trucs de. En tout cas, je sais pas ce que tu checkes, là. Ah, plein d'affaires. Tout, ils regardent tout, comme le morphée. Mais c'est ça. Faut comme un moment pour intégrer ce que t'as appris aussi, genre. Mais de toute façon, en fait, ton cerveau, il est pas fait pour faire la même chose pendant 12 heures de suite, de toute façon. Non, c'est ça. Fait, genre, comme il y a ça aussi, tu sais, c'est combiné et c'est stupide, et tu fais la même chose pendant un temps prolongé, ça te bourre le cerveau, puis il y a comme plus de place, puis là, t'es comme, genre, ce feeling-là d'avoir le cerveau en bloc un peu. Ouais. Mais j'ai la même chose quand je lis pendant 10 heures. C'est oui, ça. Ça m'est déjà arrivé de lire pendant 10 heures non-stop. C'est un peu la même chose, tu sais. Mais au moins, le livre, j'ai l'impression qu'il y a moins de chances que ça dégénère. Parce que, tu sais, je disais, je suis capable de passer une nuit blanche à écouter des trucs de vulgarisation. Mais généralement, après comme 3 heures et quelques à écouter des trucs de vulgarisation, quand t'es juste embarqué dans le truc, tes critères ils baissent. Puis là, tu fais juste prendre la suggestion. Puis là, bon, la suggestion, quand tu viens d'écouter des vidéos de vulgarisation, souvent c'est de la vulgarisation, mais pas nécessairement, là, tu peux dévier. Tandis que quand t'es sur un livre
un livre, ça peut durer 30 heures. Là. Fait que si tu lis 10 heures le livre, au moins, tu commences puis tu sais ce que tu vas lire pendant 10 heures. Oui, tu sais ce que tu veux dire, mais des fois, t'as des surprises, hein. T'as déjà eu des surprises? Ah, sûrement. Attends, Ça, genre, c'est du smut. Ouais, ah non, mais ça, c'est pas une surprise. Ça, je l'ai choisi consciencieusement. Mais c'est plus le fait que, tu sais, il est rendu 3 heures du matin, tu lis, t'es comme, juste un chapitre de plus. Juste un chapitre de plus. Puis là, t'es pogné dedans. Même si t'es fatigué, tu le sens, tu travailles de même, t'es genre, mais juste un autre chapitre, ça serait si facile. Mais tu peux vraiment comme le t'endormir en lisant, alors que t'endormir sur YouTube, comme ça, c'est un peu comme le réveiller, genre. Ouais, c'est sûr que ça demande plus d'efforts au cerveau de lire, fait que c'est plus facile de t'endormir en lisant parce que ton cerveau a plus d'énergie. Mais moi, je m'endors facilement en regardant des vidéos aussi. Ah ouais, ok. Mais juste la lumière aussi. Bon, tu sais, t'as les filtres de lumière bleue pour que ce soit un peu moins pire. Mais j'ai l'impression, même avec ça, ça te stimule d'une façon qui empêche de dormir plus. Mais quand tu lis, il faut que t'aies la lumière allumée de toute façon. Oui, mais comme juste le fait que tu regardes directement la source de lumière, je sais pas. Ah, mais c'est prouvé que les écrans, ça peut créer de l'insomnie, fait que... Oui, mais t'as la lumière bleue qui ça bouge aussi, tu sais, c'est genre, les formes qui bougent, tu sais, c'est vraiment comme un peu primal, là, de genre, non, mais c'est vrai, il y a vraiment un truc de. T'es genre, c'est des lumières qui bougent comme, c'est cool, tu sais. Est-ce que t'es pas en train de dire qu'on a un instinct là-dedans? Parce que peut-être que dans le fond. Est-ce que ton cerveau est fait pour regarder des trucs stupides? Non, mais. Exact. Non, mais, ok, oui, mais c'est parce que c'est comme le détourné à genre mauvais escient. Tu sais, tous les trucs, je sais pas si vous avez vu, parce que moi je l'ai pas vu, mais il y a comme un genre documentaire, c'est quoi, c'est derrière nos genres écrans de fumée, là. Derrière les écrans de fumée? Ouais, c'est ça. Oui, ça c'est sur Facebook. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Facebook? Mais. Ben non, le documentaire est sur le sujet de Facebook. Je pense qu'il est sur Netflix. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au sujet de Facebook. Ouais, c'est ça. J'ai compris. Mais oui. Puis tu sais, c'est des trucs comme. On a compris ces mécanismes-là de comment notre cerveau comme fonctionne, mais on les utilise pour genre, accrocher le monde, puis qu'ils partent pas. Tu sais, des trucs de scrolling comme à l'infini. De juste comment les interfaces sont faites, tu sais. Ça m'est arrivé pour la première fois, excusez, parce que je pense à ça. Je scrollais sur Instagram les Reels, là, parce que j'ai pas de TikTok, moi je suis... Toi, c'est sur le Reels. Ouais, moi c'était les Reels, mais c'est pareil. C'est pareil. Mais à un moment donné, ça m'est arrivé, je sais pas ça faisait combien de temps que je scrollais, mais je suis pas très fière de moi. Puis c'est arrivé une page qui fait longtemps que vous scrollez, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez continuer? Ça m'était jamais arrivé avant, fait que j'ai fait... ça, genre? Fuck, I have a problem. Mais ça, c'est bien qu'ils mettent ça. C'est la seule fois que j'ai jamais vu ça, mais je pense que ça faisait 6 heures que genre... Ok. On and off, là. Genre, comme je regardais la TV, puis là, j'arrêtais un peu, je regardais mon téléphone. C'est facile de genre faire ça pendant que tu fais comme autre chose aussi. Là. Oui, vraiment. Genre, vu que ça, en fait, c'est ça le truc, c'est la division de genre l'attention que genre, quand tu apprends un truc, c'est toi, quand tu checkes des vidéos de vulgarisation, c'est le morphée, ben tu peux pas vraiment faire autre chose en même temps, comme à moins que je sais pas, ben tu sais, comme tu peux manger, I guess. Manger ou faire la vaisselle à la limite, là, mais pas plus. Tu peux pas genre checker un film, genre, tu sais. Non, c'est ça. En fait, le problème beaucoup des téléphones, c'est que ça crée une habitude à la surstimulation. Moi, j'ai beaucoup de misère à faire une seule chose à la fois. Je peux pas juste regarder la TV, c'est comme trop lent. Mon cerveau est tellement habitué de regarder comme des Reels que t'as l'histoire super vite, puis ça bouge, puis... Fait que regarder juste un film, moi, j'ai de la misère, faut que je fasse d'autres choses en même temps. Genre jouer à Candy Crush sur mon téléphone ou tricoter, ou faut juste faire d'autres choses. Ça, je trouve ça un peu comme déplorable, que c'est comme, ben, genre, il y a pas si longtemps dans l'histoire, c'était normal de juste faire une chose à la fois. Puis maintenant, comme on dirait qu'il y a plein de monde que c'est genre. Là, ce qui est rendu normal, c'est de faire genre 2 choses en même temps, 3 choses en même temps. Puis c'est prouvé que le multitasking, genre, c'est de la bullshit, là. Tu peux pas. Ouais, ton attention est divisée, là. Oui. Ouais, ça, tu vas tout faire moins bien, là. Ouais. Comme dire, non, mais je suis capable. Parce que oui, mais ton travail, il va être un peu poche. Puis tu vas comme skipper des bouts de ta série en même temps, genre. Ouais. Tu fais les 2 trucs à moitié, genre. Ouais, puis on dirait que les enfants sont beaucoup affectés par ça aussi, les tablettes puis tout. Puis je regardais la TV l'autre fois avec un enfant de 7 ans, puis on écoutait un Miyazaki. Et les Miyazaki, c'est un rythme très lent, c'est très visuel. C'est contemplatif. C'est très contemplatif. Puis je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de misère à écouter ça, un film. C'était assez stimulant pour moi à l'époque, mais on avait moins de tablettes et tout. Ben, quand j'étais jeune, je dévoile un peu mon âge. Plus jeune que vous pensez, probablement. Anyway... c'est ça, j'avais pas misère à regarder un film, mais là, elle écoutait Miyazaki, c'était trop difficile. Genre, il se passait rien pour elle, comme c'était long. Je suis comme, mais comment tu peux trouver ça long? C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. On dirait que, je sais pas, ça. J'ai l'impression que c'est générationnel. Ça dégénère avec les générations, le besoin de stimulation. Mais il y a un aspect de ça qui est aussi... Je pense que quand t'es plus jeune, ton attention est moins longue. Oui, ça c'est sûr. Fait que ça, c'est sûr, ça fait une différence. Mais c'est vrai que je pense que de plus en plus, t'es exposé jeune aux écrans, puis là, ça change complètement ton baseline de dopamine, là, de c'est quoi ta stimulation que t'as besoin. Apparemment, je parlais de ça avec ma mère aussi, puis elle dit que il y a beaucoup d'études qui montrent comment les écrans, ça crée des problèmes de communication chez les jeunes. Genre que les gens, ils ont de la misère à faire du social maintenant. Ça peut être affecté de plusieurs façons différentes. Puis je trouve ça triste. Ouais, moi ça me fait... Bon, j'ai parlé de ma cousine aussi. Yeah. Mais ça m'a pensé à ma petite cousine que je suis comme, tu sais, on a peut-être... on a genre 8 ans de genre différence, qui est comme pas
Ben non, ça a quand même comme une genre, cette différence, puisque, tu sais, elle est comme ado, tu sais. Puis je vois vraiment, tu sais, vraiment à l'école, puis là, ses parents, ben, mon oncle et ma tante essaient de comprendre, comme qu'est-ce qui se passe, ouais, des psys, puis tout. Puis moi, je suis comme, je pense que je le sais, c'est quoi, là, c'est vraiment ce dont on parle, comme en ce moment, que c'est ça, tu sais, genre, même moi, je sais que j'ai de la misère comme avec ça, mais je vois que, tu sais, moi, j'ai quand même, c'est ça, comme, en tout cas, nous, il y avait comme une période quand on était jeunes, que, tu sais, il y avait pas de. Je me rappelle quand le iPod est sorti, tu C'est sais. ça, tu sais, genre, moi, le premier truc que j'ai eu, c'était genre iPod, puis c'était cool comme iPod, genre, tu sais. Puis je me rappelle de comme, c'est ça, là, quand genre, comme Internet, c'était comme, tu sais, il y avait pas comme le YouTube, ben, c'est maintenant quand j'avais, je sais pas, comme le 5-6 ans, genre. Mais là, maintenant, si genre, t'arrives à genre 12 ans, puis il y a des kids de 12 ans qui ont une chaîne comme le YouTube, puis genre, comme ma genre, petite cousine, comme, là, c'est ça, tu sais. Moi, je suis comme, ben, justement, ces problèmes comme le socio-là, comme à l'école, puis tout, je suis comme, ben, il y a peut-être un lien, là, de genre, ça va pas bien comme à l'école, comme socialement, ben, c'est parce que t'es comme vraiment une grosse partie du temps sur ça. Puis moi, je sais ça parce que je l'ai vécu et je le vis encore, là, je dirais, là, mais maintenant que je le sais, je me force plus à comme. C'est ça, là, comme c'est pas évident, puisque ça reste comme une dépendance, là, la genre cyberdépendance. Là. Ouais. Mais ouais, puis je trouve que c'est vraiment un truc qui est pas tant abordé, genre. Ce qui est surprenant parce que je pense que ça doit être la dépendance qui est rendue là, plus Ouais. répandue dans la société. Là. Absolument. Puis c'est full vicieux, tu sais, parce que t'as pas vraiment de signes, genre. Tu sais, moi, le truc qui me gossait avec ça, c'était que. Ben, tu sais, mettons, bon, je vais essayer de pas avoir de genre préjugés, là, mais le monde qui sont comme alcooliques, tu peux plus le voir, genre. Vraiment, comme si. Ben, tu sais, t'as genre. Ben, t'as un effet psychique Ouais, plus palpable, on dirait, C'est ça. que l'effet des écrans. Puis un autre truc qui est retard avec les écrans, c'est que souvent c'est relié à des trucs qui sont utiles, tu sais. C'est Parce ça. que je sais pas, de l'alcool, si t'arrêtes d'en prendre, ça va être plus plate, mais comme t'en as pas besoin, tu sais. Tandis c'est que ça, comme. les écrans, on en a besoin pour le travail, pour l'école, pour C'est dur, rester j'ai en pas de contact téléphone avec des gens, cellulaire c'est aujourd'hui. ça, c'est... Pour t'identifier, ils t'envoient tout le temps des textos sur ton téléphone cellulaire pour, genre, mettons, avec la banque ou avec, mettons, Vidéotron ça. ou Bell ou Forfait cellulaire, ils vont vérifier, ils vont t'envoyer un numéro par texto qu'il faut que tu confirmes au téléphone. Fait que je suis comme, ces gens qui ont pas de cellulaire, comment ils font? Je comprends pas. Fait On vous applaudit. On vous applaudit, bravo, si vous n'avez pas de cellulaire. t'as comme pas le choix d'en avoir un si tu veux pas te compliquer la vie, genre. Puis c'est surtout que c'est pas séparé, tu sais, genre comme l'alcool. Oui, ok, tu sais, moi, mettons, qui travaille pour être sub, c'est comme, ben, faut que, mettons, que t'as comme plein d'amis qui boivent beaucoup, t'es comme, ben, ok, ben, t'essaies peut-être de genre t'éloigner d'eux, puis tout, c'est tough, genre, mais c'est possible, tu sais, alors que là, c'est ça, comme t'en as besoin, comme le partout, puis t'as pas que séparation entre ce qui est pour le travail, puis le genre divertissement, Ouais. tu sais, comme le YouTube, c'est un super bon exemple, parce que Mhm. tu peux checker des genres vidéos comme de genre vulgarisation, ou même comme apprendre des trucs, genre apprendre à jouer de la guitare, whatever, comme à côté de ça. Comment changer ton drain ou n'importe quoi de Ouais, c'est pratique. ça, tu sais, des trucs super comme utiles, genre. Puis genre après ça, t'as des trucs vraiment que c'est vraiment juste du brain rot, on va dire, là. Ouais. Que c'est vraiment comme pour comme le t'accrocher, là. Fait que ça, je trouve que c'est ça qui est spécifique à la cyberdépendance puis qui est tough, c'est que c'est un peu vicieux puis c'est partout, genre. Fait que, ouais. Pour finir, je pense que j'aimerais ça parler d'une phrase que ma mère me disait quand j'étais jeune, puis je trouve que ça relie bien tout ce qu'on a discuté. Quand on allait la voir, puis on disait « Maman, je m'ennuie », elle disait « C'est bon pour toi de t'ennuyer, ça développe tes capacités intellectuelles ». Puis là, elle arrêtait là, mais en vieillissant, j'ai compris, c'est que c'est vrai que quand tu t'ennuies, ça te force à trouver un truc à faire. Mhm. Genre, c'est bon pour l'imagination de s'ennuyer. Faire des maths pour le fun, par Ouais, exemple. faire des maths. Par exemple. Ah, fais-le Ou, ma mère elle disait ça, puis mon père il disait ben, tu peux aller faire la vaisselle si tu veux. c'est Chacun de son vraiment, côté. Mais c'est vrai que ça développe des capacités intellectuelles de s'ennuyer, ça te force à trouver un truc à faire ou je sais pas, ça force l'imagination aussi. Fait que des fois s'ennuyer, c'est bon. Ouais, non, c'est vrai. Que c'est beau, on est passé d'une citation à une autre. Mais je pense qu'on est prêt à passer au prochain segment. OK, alors dernier segment qui est aujourd'hui ma hot take à moi. Alors pour dire très précisément, parce que ça a pris beaucoup de temps de trouver la formulation exacte pour que ça sonne le plus vrai possible. Alors voici. Les films de Barbie des années 2000 font plus progresser la cause féministe que celui de 2023. Le film de Barbie de 2023 avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Le fameux Barbie de Barbenheimer, donc. Oui, celui-même. Alors, pour commencer, il faut juste dire que Barbie a marqué mon enfance. J'ai vraiment écouté tous les films de Barbie, j'aimais beaucoup ça. Fait que quand j'ai vu le Barbie de 2023, c'est comme venu me chercher particulièrement parce que je trouvais que c'était un film qui apportait beaucoup moins. Puis là, c'est ça que je vais essayer de prouver contre deux gars, ce qui est très drôle. Donc, Ben vous savez que voyons. j'ai raison en partant, parce que je suis la fille dans la C'est sûr, conversation. c'est sûr. Évidemment. Mais je pense qu'on va avoir un débat très intéressant. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez déjà, vous deux.
Je suis d'accord que c'est une hot take. Déjà, juste après ma barre de façon parfaitement superficielle. Je pense que c'est un peu moins intense que les versions moins exactes. Mais ouais. Barbie des années 2000 plus féministe que... Mais non, parce que justement, c'est ça, c'est pas plus féministe, c'est on plus fait progresser la cause féministe. Avant, c'était était plus féministe que était Barbie. plus féministe, je pense que c'était plus facile à prouver. Était féministe, c'est que le féminisme, c'est le but, c'est que les droits des hommes et des femmes soient égaux. C'est ça le féminisme. Fait que dire ça, je pense que c'était plus facile à prouver parce que les droits de Barbie et Ken dans le film de 2023 sont définitivement pas fucking égales. Barbie est au-dessus. Ce qui est pas ça le féminisme, on s'entend? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je trouvais que c'était trop facile à prouver ce point. J'allais gagner, genre, sans... C'est trop facile. Voilà. Fait que, en fait, avancer la cause féministe, je trouvais que c'est plus difficile à prouver parce que faut montrer quand même... Mais en même temps, c'est plus facile de dire ça parce qu'on parle de 10 films contre 1. Oui, puis 10 films étalés sur plus qu'une décennie versus un film. Je veux dire, ça a un gros succès quand même. On parle des films de Barbie de 2000 à 2012. Après, c'est de la merde, OK? Je suis désolée, les gens, si vous aimez ces films-là. Je suis pas capable, moi, après. Puis, fait que c'est vraiment les films de mon enfance, puis qu'est-ce que ça m'a apporté. Toi, t'avais-tu une opinion là-dessus, Jésus? Sur les deux? Avant qu'on commence à introspecter. De façon superficielle. Je suis d'accord avec toi pour le truc de... que c'est très genre comme le manichéen. Genre, c'est comme genre... Ah, ben, c'est soit les filles sont au-dessus des gars, ou soit les gars sont au-dessus des filles, là, dans le film de... c'est le nouveau, là. Fait que ça, je suis d'accord, mais il y a quand même pas juste ça, là, dans le nouveau film de Barbie comme sujet. Puis bon, là, après ça, je suis rentré plus deep, là, mais... Tu peux commencer à rentrer plus deep, si tu veux. Mais ça, fait moi, ce que je crois qui était bien, c'est que je le vois beaucoup, le nouveau film de Barbie, comme les gars sont cons, pour leur faire comme le comprendre, faut vraiment comme inverser les rôles, pour être comme, ah, ok, c'est ça, puis il y a plein de trucs que, tu sais, genre, ben là, c'est les gars qui sont objectifiés à la place des filles. Il y a vraiment comme une quote qui me dit genre sur le male gaze là, que Ken comme existe juste dans le regard de Barbie. Comme Barbie. Puis je trouve que c'est smart de faire ça parce que même moi qui est plus comme conscientisé, ben je commence à me renseigner là, je dirais là, sur le féministe. Bravo. Je connais les grandes lignes là, mais c'est ça. Puis je trouve que de faire ça, ça fait que c'est vraiment clair. Moi je fais OK, c'est genre vraiment ça qu'il y a comme pas d'identité. C'est sûr que c'est poussé comme à l'extrême là. Genre les filles, j'imagine, c'est pas comme elles ont genre zéro identité, mais reste qu'il y a probablement un truc de genre tu sais plus trop quitter, genre. Mais c'est ça que j'aimais pas trop avec cette métaphore-là, que si c'est Ken est traité comme les filles sont traitées dans la société actuelle. Ce que j'aimais pas, c'est pas exactement ça, genre. Mais j'espère que c'est pas exactement ça, parce qu'à la fin du film, ça finit que ça revient quand même Barbie Land, puis les gars, on leur donne... Il y en a aucun qui va être dans le Congress. Ils ont dit qu'il pouvait avoir un congressman qui était un gars, je pense, à la fin. Non, ils ont shut down. Non, c'est ça, ça finit ta merde. Genre, il y a pas d'égalité. Non, il y a comme un truc... C'est un peu mieux parce que comme elle dit genre peut-être un jour. Oui, c'est ça. C'est comme en mode non, mais il y a comme une meilleure comme situation. Genre il dit comme OK qu'on va vous donner comme un poste meilleur que genre ce que vous aviez genre, mais ça reste toujours comme en dessous dans la hiérarchie. Puis c'est ils disent que peut-être un jour. C'est ça la phrase qui dit c'est peut-être qu'un jour les Ken dans le monde de Barbie auront autant de droits que les femmes dans le monde. C'est ça la conclusion. Mais ça a fini de même genre. Je pense que c'est important de souligner que ce film là est très caricatural. Oui, faut pas le prendre au pied de la lettre là. À la fois dans le monde de Barbie qui est comme une espèce de monde avec de la logique de rêve tout ça. Et même dans le monde réel, c'est pas censé être une représentation parfaite de notre monde, c'est caricatural même cette version-là. Puis tu disais genre les gars sont cons, mais comme les Ken sont cons, tu sais. Mais comme ah non, je veux dire dans la vraie vie. OK, dans la vraie vie. Donc toi tu rajoutes un take. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ça clarifie. Mais oui, je vais partir quand même avec finir ma phrase quand même que les Ken puis les Barbie sont tous un peu décalés justement parce qu'ils sont dans une espèce de monde-là qui est comme bizarre ou tu sais, c'est comme des jouets, tu sais. Fait que tout est très simple, tout est comme super édulcoré, c'est un peu bizarre, là. Ouais, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il faut pas prendre ce film-là au pied de la lettre de toute façon, mais ce qui m'énervait le plus dans le film quand je regardais ça, pis c'est drôle parce que c'est ça que je vois beaucoup comme différence entre les gars et les filles qui ont regardé ce film-là. J'ai l'impression que je suis la seule, quand je parle des gars, je suis la seule à remarquer que... Pas à remarquer, parce que tu t'avais remarqué aussi, mais en tant que fille, je me sentais quasiment insultée comment ils essayaient de me deep throat des trucs féministes, genre au fond de la gorge, comme... Genre... Ouais, ils sont pas subtils. Il y a des moments, c'est vraiment subtil. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pour les gars cons, genre. Oui, mais voilà. Non, mais je sais pas, on dirait que moi, je suis sortie de ce film-là, puis j'ai juste fait comme... C'est dumb, genre, c'est pas très subtil, mettons. Non, c'est tellement pas subtil, c'est pas apporté d'une façon que je trouve qui était intéressante. Ce qui est contraire de ce que je trouve de la filmographie de Barbie des années 2000 à 2012. Okay, là, on va expliquer un petit peu pour ceux qui ont jamais vu ces films-là. Dans les films de Barbie, c'est jamais vraiment Barbie qui est là, c'est une interprétation de Barbie. Fait que Barbie est un personnage. Admettons, on a regardé tous ensemble, les 3 cette semaine, Barbie au bal des 12 princesses pour que les 2 hommes ici savent un petit peu à quoi ça ressemble ces genres de films-là. Fait que Barbie est Geneviève dans ce conte-là et elle interprète un personnage. Fait que c'est jamais Barbie qui est vraiment là, c'est une interprétation de Barbie. Je sais pas si c'est clair comme explication. Oui. Okay. Puis on a aussi regardé... Barbie et les 3 mousquetaires. C'est ça, voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup de ces films-là, c'est que Barbie, c'est une figure forte.
Barbie, elle a jamais besoin de Ken pour l'aider, mais Ken est toujours là et finit par l'aider, mais il est pas nécessaire à l'histoire, c'est un coup de main, elle réussit pas à cause de lui. Elle réussit et il est là, et tant mieux. Et je trouve que Ken a une meilleure image dans ces films-là que... Puis c'est pareil pour Ken aussi, on dit Ken, mais Ken est aussi une représentation dans le film, il va s'appeler whatever, genre Christophe, admettons. Je suis même pas sûre qu'il y a Christophe, c'est juste, admettons, bref, Ken c'est aussi une entité grecque. Mais bref, je trouve que Barbie, elle a jamais besoin de lui. Elle se débrouille tout seule, elle a une quête, elle est forte, ça renchérit beaucoup les relations féminines, puis... Je sais pas, c'est quelqu'un qui a un caractère, mais qui a aussi des défauts. Admettons, Barbie au bal 12 princesses, c'est pas une figure parfaite. Geneviève est tout le temps en retard. C'est la première chose qu'on voit sur le personnage. Elle est pas parfaite. Mais elle est courageuse, elle est déterminée, elle veut aider les gens. Je trouve qu'elle a des belles valeurs qui ont été transmises à beaucoup de petites filles. Et c'est pour ça que je pense que ça a plus aidé à faire avancer le féminisme plutôt qu'un film qui voulait juste deep throat des idéologies modernes qui, on le sait déjà, qui existent. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gars qui ont réalisé c'est ça. Moi, je pense que c'est plus pour les gars, peut-être. Mais en fait, Barbie de 2023, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai aimé quand même les deux films de Barbie des années 2000. Mais bon, évidemment, je me sentais moins dans le public cible. C'est quand même des films pour enfants. Oui, c'est sûr. Mais j'ai été capable d'apprécier quand même. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film de Barbie 2023. Puis c'est un peu particulier parce que j'ai pas l'impression que... Je veux dire, bon, il y a les aspects comme vraiment in your face de comme on te pitch des slogans féministes à tour de bras, puis on te le deep throat un peu, là, comme tu dis, là, il te l'enfonce dans la gorge. Mais j'ai l'impression que l'endroit où le message devient intéressant dans Barbie de 2023, puis on pourra peut-être en parler plus loin, mais c'est justement un peu en parallèle avec ce que tu disais, c'est que Ken n'est pas nécessaire dans les films de Barbie des années 2000. Puis ça fait écho, que c'est un peu... Je vais prendre le temps de développer ça parce que c'est comme toute une grosse affaire. Fait que Ken n'est pas nécessaire dans les films de Barbie des années 2000. Et il y a, je dirais, mettons, dans la dialectique du discours sur le genre, la place des hommes et des femmes dans la société, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui revient beaucoup récemment, de façon comme dans les années récentes, où on parle de où est rendue la place des hommes dans la société. Puis ça a l'air un peu étrange à dire parce que genre le patriarcat est encore très présent. Mais ça crée cette espèce de dynamique-là un peu bizarre où les idées féministes ont progressé, puis certaines des valeurs masculines qui étaient présentes avant sont remises en question en disant « Ah, ça c'est de la masculinité toxique ». Puis ça a été nommé plusieurs fois, même je veux dire, dans la gauche beaucoup aussi, puis dans le côté plus pro-féminisme, moins patriarcal, de dire qu'il faut aussi, pour arriver à progresser, trouver des figures de modèles masculines pour fitter là-dedans. Fait qu'à un certain niveau, j'ai l'impression que Barbie 2023 répond au film de Barbie des années 2000, où on a besoin d'avoir des figures masculines qui sont pas dans la masculinité toxique pour faire progresser la cause féministe. C'est un peu tordu comme idée, mais est-ce que vous voyez un peu où est-ce que moi, je suis vraiment perdu dans ce que tu racontes. Ok, c'est très drôle. Fait qu'on a des réponses complètement différentes. Mais c'est que, tu sais, c'est très facile d'être genre en opposition de comme avoir des genre comme les alliés gars qui comprennent vraiment comme le c'est quoi puis qui essayent de genre sortir un peu de pattern là, en fait là. Parce que c'est comme si c'est juste les filles qui poussent ça, ben comme genre, inévitablement ben ça fait un truc de genre confrontation. Là. Si les filles sont genre comme ben nous comme on veut faire progresser le mouvement mais sans les gars. Ben là, c'est comme, c'est un peu bizarre. Là. Je trouve que justement, Ken, dans les films des années 2000, c'est une bonne représentation de masculinité non toxique. Il dit jamais à Barbie comment faire, il est juste là pour aider. C'est juste que le problème, c'est que c'était des films qui étaient marketés pour des petites filles, donc il y a moins de gars qui ont vu ça. Mais Ken est un excellent exemple d'homme qui représente pas la masculinité toxique. Genre, mais il est très effacé, je trouve, en fait. C'est pas le personnage principal, souvent, c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est ça. L'idée, c'est comment c'est possible de créer des idéaux, dans le fond. C'est ça, d'avoir une figure de modèle, puis je suis sûr que, effectivement, je trouve que les représentations de Ken était, je sais même pas si il était un peu présent avec le prince dans les Trois Mousquetaires. Dans les Trois Mousquetaires, Ken est... C'est la montgolfière, là, le doute de la montgolfière. Ouais, mettons qu'on considère que le doute de la montgolfière, le prince qui est Louis XIII ou XIV dans ce film-là. Ils ont dévié un peu du livre, on va dire. Oui, ça a dévié du livre. Dans celui-là, la figuration de Ken est vraiment pas importante. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que... J'ai l'impression que les gens, quand ils parlent à Barbie, ils ont beaucoup l'idée de la bimbo en tête, alors que Barbie, c'est vraiment pas ça. Puis j'ai l'impression que les gens, ils pensent souvent que Barbie finit avec Ken à la fin du film, ce qui est pas vrai dans plusieurs des films de Barbie. Et genre, admettons, dans Les Trois Mousquetaires, à la fin, Barbie, elle finit pas avec Ken. Parce que Ken, c'est genre Louis XIII. Oui. Mais il reste qu'il y avait des implications de will they, won't they, qui verra, mais c'est comme après la fin du film, on sait pas trop. Est-ce qu'il y a vraiment eu ça ou toi, tu t'imagines ça? Mais le film pointe quand même dans cette direction de dire il va se passer quelque chose. Comme il montre qu'il y a un rapprochement. Ouais, mais c'est pas important. Mais c'est pas ça le. Puis même dans l'autre, je dirais, c'est pas ça le cœur. Ouais, non, c'est jamais le cœur. J'essaie de penser au film de Barbie où ce que c'est le cœur. C'est jamais des romances. C'est plus des contes de fées.
Mais les contes de fées, c'est vrai, ils finissent tout le temps avec le prince. Mais les Barbie des années 2000, c'est beaucoup des contes de fées qui ont été repris. Puis dans plusieurs de ceux-là, c'est pas la romance qui est important, c'est l'aventure du conte de fées. Moi, je trouve que c'est comme bizarre parce qu'il y a des bons trucs qui font, tu sais, genre, le cast, c'est vraiment comme centré sur des filles. Puis ça montre, genre, le classique truc, tu sais, genre, se fait dire, tu peux pas être comme une genre mousquetaire. Puis comme, non, genre, comme je vais le faire pareil. Mais en même temps, ça reste, ils ont de la misère à se détacher du truc de conte de fées, de genre princesse. Puis moi, le truc qui m'a gossé un peu, c'est des gens mousquetaires, mais ils sont en robe. J'étais comme, calisse, là. J'étais genre, ça a comme pas de sens. Oui, là. mais est-ce que t'as le droit de. Un des trucs que j'aimais pas quand j'étais jeune, c'est quand on me disait, ça fait trop fille. Ça, on m'a beaucoup dit ça quand j'étais jeune. Mm-hmm. Aimer le rose quand j'avais 7 ans, c'était mal vu. Parce que ouais. c'était féminin et ça m'arrivait souvent. Puis j'ai longtemps pensé ça en grandissant. Je peux pas aimer le rose. Aimer le rose, c'est trop fille et c'était mal vu. Puis j'ai parlé de ça à un moment donné, une de mes meilleures amies, qui aime aussi beaucoup les films de Barbie 2000. On les regarde souvent ensemble. Mm-hmm. Elle adore le rose pâle. Elle adore cette couleur-là. Mais elle osait jamais s'acheter des vêtements là-dedans parce qu'elle avait la même pensée que moi. Puis à un moment donné, on a parlé, puis on s'est rendu compte que... stéréotype. Ouais, c'est ça. Puis les deux, on s'est rendu compte, mais c'est vraiment stupide. Fait que pour un de ses projets, on était en mode ensemble, un de ses projets, fallait choisir un tissu, puis elle regardait un super beau tissu en laine rose pâle. Puis elle osait pas l'acheter. Elle était comme, mais je peux pas avoir un manteau rose pâle. C'est trop fille. Puis j'ai dit, ben non, c'est encore lisse. Fait qu'elle l'a acheté. Puis elle le porte. Puis ça lui va super bien. Mais on dirait que c'est ça, c'est qu'on m'a beaucoup dit quand j'étais jeune qu'être fille, c'était mal. Malheureusement, d'une certaine façon. Des choses comme ça. Et Barbie, c'est apprécier ton côté féminin tout en étant qui tu veux être. Barbie, elle porte des robes. La mode dans Barbie est tout le temps incroyable. Il y a beaucoup de roses et tout. Il y a des gens qui sont comme, ah, mais c'est tellement stéréotypé. Oui, mais c'est pas tellement un stéréotype. C'est sûr que ça met stéréotype fille. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça renforce les stéréotypes, mais ça se les réapproprie, puis il n'y a pas de honte. C'est comme, oui, on s'affirme. Fait que c'est sûr qu'un mousquetaire en robe, c'est pas pratique. Mais ça revient un peu à se réapproprier une esthétique, je trouve. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que t'as le truc que je trouve tricky, que je peux moins comme m'identifier, c'est comme, il y a genre des filles qui sont comme, j'aimerais ça porter autre chose que des robes, mais il y a des filles qui veulent vraiment comme porter des robes aussi, genre. Ouais. Fait que ça dépend vraiment. Puis en fait, ce qu'il faut juste dire, idéalement, comme tout le monde comme le porte ce qu'il veut, puis c'est correct, genre. Ouais, c'est drôle l'expérience en tant que fille, du moment où tu t'habilles un peu plus, tu mets une robe ou tu mets des talons, du maquillage, puis que c'est pas quelque chose que tu fais souvent. Tout de suite, les gens ils vont te demander, t'as quelque chose de prévu? Non. Ouais, c'est ça. Non, j'avais juste envie aujourd'hui de. Moi, je suis souvent bien habillée, bien maquillée, c'est un petit bonheur dans la vie. Mais fait que les gens me posent pas beaucoup cette question-là, mais ça m'arrive encore des fois qu'ils sont comme ça m'est arrivé la semaine dernière avec un de nos amis qui va être là au dernier épisode. Il savait que je revenais d'un 5 à 7 de travail, mais je n'étais pas habillée spécialement pour. Puis je suis revenue et fait tu t'es bien habillée pour la job? Je suis comme non. Je me suis habillée comme ça parce que ça me tentait aujourd'hui. C'était pas. C'est ça, si je me trompe pas, c'est ça le truc du male gaze. Un peu, c'est comme, genre, tu fais ça pour les autres, genre, comme pour les gars. Il y a beaucoup de filles qui disent, et je trouve que c'est très vrai, si les gars n'existaient pas, je m'habillerais 500 fois plus sexy. C'est ça. Je me down pour les gars. Et ce qui est particulier avec toute cette dialectique-là, tout ce discours-là, c'est que tu peux pas pointer une affaire et dire ça, c'est la bonne affaire. Parce que si tu essaies de faire de la libération, tu peux pas mettre un standard de c'est quoi être libre. Faut que tu laisses les gens décider. Fait qu'il y a pas de. Absolument. Avec une robe, pas de robe, sexy, moins sexy, c'est comme tu veux. Pis c'est vraiment drôle parce liberté, que de genre être un gars puis dire ça c'est correct, c'est le patriarcat. Fait que c'est juste genre t'es comme oui ok là comme j'essaie comme le genre d'aider, mais en fait tu fais juste comme le reproduire. Mais c'est drôle parce que c'est ça. Les gens ils me disent pas c'est pas correct que tu fasses ça en général. C'est des amis qui me posent une question de. Ouais c'est ça. Il y a comme un jugement d'émis mais qui est pas malfaisant, tu sais. C'est drôle. C'est juste, tu te rends compte des petites choses comme ça dans la vie. Puis on a vraiment dérivé du sujet de Barbie, mais... Non, mais je pense qu'en fait, même on connecte avec le film de 2023 parce que ça, c'est un autre endroit où je pense que les films se répondent. Où... Margot Robbie, tout le long, elle a une garde-robe absolument incroyable. Et le thème de projeter une image, d'aller chercher une certaine apparence, de s'affirmer d'une certaine façon, ça peut, à place d'être juste un symbole de libération, passer à un certain point, ça devient un standard. Mm-hmm. C'est ça que c'est tricky ces affaires-là parce que tu peux avoir un symbole de libération, un symbole d'empouvoirment qui devient un standard. C'est un mot en français, empouvoirment? Oui, j'aime vraiment ça, empouvoirment. Empowerment, oui mais je savais pas qu'il y avait empouvoirment. J'aime beaucoup empouvoirment. Je t'en prie, continue. Et que c'est ça, et que ça devient à mener ça devient un standard de perfection un peu, hein. Puis que après ça, si tu te mets à te comparer à un standard de perfection, ça devient nuisible, tu sais. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment adressé par le film de Barbie 2023. C'est vrai. Je trouve ça vraiment intéressant comment ces films-là se répondent. Pour la hot take elle-même, je suis quand même assez d'accord, je pense, mais juste à quelque part du fait que, tu sais, on compare des films qui ont été regardés par des petites filles pendant une décennie, c'est sûr que l'impact que t'as avec ça, c'est incroyable. Mm-hmm.
versus un film. Après ça, je trouve que il contribue plus au niveau juste... Apparemment, ça contribue beaucoup au niveau masculin, c'est ça que je comprends. Ben, OK, là, ça, peut-être je peux revenir là-dessus, parce que, ça clarifie un peu mon point. Parce que je pense que, ultimement, j'ai l'impression que le thème central du film de Barbie 2023, c'est pas tant nécessairement le féminisme que l'identité, oui, c'est ça. de l'identité. Ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Fait qu'à la fois, du côté féminin, avec Barbie, d'avoir cette espèce de discussion-là entre vouloir être un modèle puis s'approcher de la perfection, mais en même temps que faut accepter son imperfection, puis que c'est en acceptant notre imperfection qu'on devient humain, ultimement. Puis du côté masculin, on a Ken qui, tout le long du film, se définit par comment Barbie le perçoit. Puis on peut voir là-dedans dire « Ah, c'est comme le male gaze mais à l'envers ». Mais je pense que ça fait aussi beaucoup écho à des phénomènes qu'on voit dans la manosphère avec les incels. Et je pense que c'est ça, après ça, aller dire « OK, comment tu t'identifies? Tu veux pas aller dans « Je me définis par comment l'autre personne me voit. Je veux pas être dans l'autre extrême où Ken, il revient puis il est comme vive le patriarcat puis on assassine toutes les femmes puis la bière et les chevaux. » là. Ouais, c'est ça. Il swing d'un bord puis de l'autre. Mais il finit par revenir comme au centre à la fin, même si la fin, c'est comme on a dit, bon, c'est un peu... Ça aurait pu être plus équilibré, comme on dit. Mais lui, de son côté, tu sais, moi, j'ai vraiment aimé le truc qu'il y a... Tu sais, il y a comme pas vraiment de romance, puis comme le Barbie, que, tu sais, comme le bout que j'ai bien aimé, c'était comme à la fin, tu sais, il est comme... comme il essaye comme encore de, tu sais, comme être essaie de l'embrasser à la fin, puis il a dit non, je suis pas intéressé. Genre, se claque, qui est vraiment juste comme... Puis là, après ça, comme, genre, comme ben non, tu sais, comme, faut que tu sois toi, tu sais, genre, tu peux pas, genre, être toi comme en tout cas mais c'est là le truc du Barbie et Ken, c'est Barbie et il y a Ken, c'est ça, de façon indépendante. Puis c'est vraiment le truc de genre comme l'identité de genre ben de c'est ça, pas de définir de genre que l'intérieur plutôt que de l'extérieur, genre. Mm-hmm. Oui. Puis en le mettant du point de vue des gars, ben c'est ça, je pense que c'est un truc qui est genre comme important pour les gars, ben comme pour tout le monde en fait. Je veux juste souligner que je trouve Barbie absolument insufferable dans ce film, insupportable. Ouais, t'es un peu conne, ouais. Non, c'est pas qu'elle est conne, j'aurais pas dit ça. Non, mais okay. Elle est méchante avec. Elle est pas juste, elle ignore Ken, elle est méchante avec lui. Genre consciemment, comme peut-être pas consciemment, mais consciemment justement. Vraiment pas consciemment, mais j'essaie de trouver le mot, mais elle est méchante avec Ken, genre de façon unapologetique, mais elle sait pas. On a eu ce débat-là après, est-ce qu'on peut être méchant sans savoir qu'on est méchant? Ça a mené une grosse conversation. Mais je trouve que comment Barbie traite Ken, ça me donne pas envie d'être Barbie. J'ai pas, même à la fin, quand elle décide de vivre dans le monde humain et tout, j'ai pas envie d'être cette personne. Mais c'est un récit qui est une quête d'humanité, l'histoire de Barbie. Genre, si on regarde le personnage Barbie, son arc de son personnage, dans le film de 2023, c'est une quête d'humanité, ultimement. Fait que c'est sûr que, ultimement, tu pars au début, ben, t'as un personnage qui est très inhumain. Mais je trouve pas qu'elle a eu de rédemption. Elle a une quête d'humanité, mais je trouve pas qu'à la fin, j'ai pas plus envie d'être cette personne-là, à part que Margot Robbie est absolument magnifique. Mais si c'est juste ça que je voudrais être de cette personne-là, ben ça prouve que ça a pas fait sa bonne job, me semble. Mais ouais, il y a pas de rédemption. C'est vraiment une ouverture, c'est un début. Ce personnage-là, aucune conséquence. Ben finalement, il y a des conséquences, mais c'est un choix. Est-ce que c'est vraiment une conséquence? C'est un choix? C'est plus un coming of age story, on disait, là, quelque part, qu'une rédemption, là. Ouais, je suis quand même pas tellement d'accord avec ça parce que même dans un coming of age movie, j'ai l'impression qu'à la fin, il y a une réalisation qui me rend empathique au personnage. Et j'ai aucune empathie pour Barbie. C'est vrai que ça, c'est une bonne comme différence genre, entre le film de genre 2023 puis les plus vieux, que t'as quand même plus envie... Bon, sans moi, elle me gossait un peu aussi dans les vieux films, mais c'est quand même... C'est ça, comme elles sont plus comme... C'est ça, humaines. Ouais, mais je dis que j'ai pas d'empathie pour... Je dis qu'absolument j'ai de l'empathie pour les coming of age, mais faut dire que je déteste aussi Lady Bird, de la même réalisatrice. J'ai aucune empathie pour le personnage principal. Je l'haïs, là. Okay. Mais vraiment beaucoup. Fait que... qu'est-ce que j'aime juste pas beaucoup cette réalisatrice. Greta. Ouais, je pense que j'ai de la misère avec elle. En même temps, je pense que c'est les deux seuls films que j'ai vus qu'elle avait réalisés. Fait que la différence principale, je trouve, avec Barbie des années 2000 et Barbie 2023, c'est que j'ai envie d'être Barbie dans les années 2000. C'est une image que j'ai envie d'être. Alors que Barbie 2023, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Mais c'est un modèle d'imperfection en même temps. C'est dans le thème du film aussi qu'elle est là pour représenter quelque chose d'imparfait. Fait que c'est ça, c'est moins non, justement, modèle. Barbie est supposée être, dans le film, elle est supposée représenter quelque chose de parfait. Non, justement, au début, elle est censée représenter quelque chose de parfait, puis qui brise, puis qui doit confronter son imperfection. Il me semble que c'est ça, un des comme thèmes ça, t'as raison, du mais film, tu sais. J'ai quand même pas envie d'être cette personne-là. Ouais, c'est sûr, ça fait moins un modèle auquel on aspire. Non, c'est ça, c'est comme parfait, mais dans le sens que ça démontre que, ben, être parfait, c'est pas bon, genre, parce que c'est comme, genre, elle peut pas comme elle a pas comme l'identité, vraiment, parce que c'est Barbie, genre, comme tout le monde est Barbie, c'est qu'elles sont toutes pareilles un peu. C'est sûr, c'est impossible d'aspirer à la perfection, puis c'est vrai que au moment où elle réalise ça, Barbie, Margot Robbie, ça a du sens, mais c'est pas, j'essaie de formuler encore une fois, j'ai pas envie d'être cette personne-là
pas parce qu'elle est imparfaite, parce qu'elle a des défauts tellement forts, la façon qu'elle traite les gens autour d'elle, j'ai pas envie d'aspirer à ça. Mais C'est pas parce qu'elle a des défauts que j'ai pas envie d'être cette personne-là, c'est que ses défauts sont des défauts tellement forts, je trouve que c'est pas une bonne personne. Puis genre, surtout, la différence entre Barbie et Ken, c'est que Ken, tu vois comme son arc, puis à la fin, tu sais, tu peux te dire, OK, il a comme progressé, mais Barbie, genre, à la fin, c'est comme le début qu'elle va commencer à changer, peut-être, genre. Fait que ça, c'est une genre bonne différence que je comprends. Ben, tu vois, pendant tout le film, t'es comme, ben, bof, tu sais, genre. Un peu, Ouais, genre, mais j'ai l'impression que c'est un peu voulu, mais je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Puis Ken, pour conclure, on est presque fini, je pense que ça, il y a l'affaire de les Ken, peut-être qu'un jour, ils auront autant de droits que les femmes dans notre monde. Comme c'est ça, c'est une espèce de clin d'œil un peu comme ouais. Arrête riposte dans les côtes, là. C'est pas un clin d'œil, c'est du deep throat, je te l'ai dit. Bon. Mais je trouve que Ken a quand même une belle conclusion. Le personnage de Ken a une belle conclusion à son arc, où ultimement la conclusion c'est I'm Kenough. Hein, avec Ça, on a déjà parlé de ça. Moi, la phrase I am enough, j'aime pas beaucoup ça parce que je trouve que dire I am enough, c'est comme dire je suis juste assez. C'est se mettre la barre basse. Je trouve que les gens ils sont plus que enough. Je trouve que Ken il est plus que enough, qui devrait se considérer plus que ça. Mais je comprends l'idée réconfortante de I am enough, mais je trouve que c'est une très mauvaise formulation. Je suis en opposition à genre comme le t'es pas assez, je pense. C'est-à-dire non, genre ça va, genre tu sais, je suis pas assez. Genre moi je le vois un peu plus. Mais je le comprends, les gens qui disent c'est pas une mauvaise chose, mais c'est dans ma que... tête de personne de Bacchus, I am enough, c'est pas assez, genre. Allez voir le TED Talk de Brené Brown. Il y a personne dans mon entourage qui dirait qu'ils sont enough. Genre, pour moi, c'est tous des gens qui sont plus. Aspirer à mieux, genre. Ouais. Ou c'est pas juste aspirer, c'est qu'ils sont pas enough. Les gens dans ma vie, ils sont plus qu'enough. C'est des gens de qui j'ai besoin, qui me font rire, qui m'aident. C'est. Mais c'est juste que je pense que comme des fois, t'es tellement au fond du trou que t'as besoin de commencer par te dire je suis correct, genre. C'est comme avant de bien dire. Dit, ça. Je pense que c'est ça. Genre. Avant de dire I'm the best. Ouais, avant de dire je suis le meilleur, je suis la meilleure. C'est dur de genre passer à genre comme être pas comme genre dépressif, genre je suis vraiment une merde, à genre ouais, je suis genre le meilleur, tu sais, genre c'est un peu. T'as raison. Mais bon. T'as raison. Mais oui, mais comme je comprends que si t'es déjà comme plus loin, si comme par exemple t'es pas comme dépressif, ben oui, c'est sûr que oui. C'est pas juste une question de dépressif. Je pense que c'est une image, une façon personnelle de se percevoir là, plus qu'autre chose, parce que tu peux être heureux et quand même avoir une mauvaise estime de soi, je pense. Ouais. Oui, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Ok. C'est sûr que ça aide, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Ben, je pense que c'est ce qui explique pas mal tout ça, là, Barbie. Allez voir les films des années 2000 de Barbie, vous allez beaucoup rire. Ça a très mal vieilli. Les dessins surtout. Non, c'est ça. Ah oui, non, la technologie visuelle. La technologie visuelle est horrible. Oui, okay. Et vous avez vu 2 chats dans les... mais les animaux de Barbie, en général, ils sont dégueulasses dans les films. Ouais, ils font un peu peur. Genre. Mais tu sais, en fait, c'est genre vraiment le choix de design, je pense. Ouais, ça, c'est... La technologie de l'époque avec le budget qu'il y avait aussi. Ouais, c'est ça. Mais je vous encourage à aller voir comment Barbie représentait un idéal féminin. C'est vrai que, par exemple, c'est un idéal féminin qui est impossible à atteindre, ça c'est vrai, mais je trouve qu'il transmettait quand même des belles valeurs, puis que Barbie était jamais quelqu'un de stupide, Barbie était pas quelqu'un de méchant. Elle était belle, c'est vrai, mais c'était pas à propos de ça. Merveilleux. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Écoutez, toutes vos donations, d'abonnements et de likes vont être notées à votre dossier pour votre prochaine demande d'intervention divine. C'est toi qui t'en occupe. Moi, je fais pas ça. Oui, je m'occupe des interventions divines. Là. Je vais communiquer ça au reste des gens. Là. Puis, c'est ça. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois, dans un mois.